Je suis ravi de modérer cette session commune avec la CLT intitulée Management of the Heart Failure Patient Daily Practice. Donc, ça sera une session plutôt pratique. Nous avons avec nous un panel d'experts qui vont partager avec nous leur conduite pratique dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Je commence par inviter Dr Masmoudi pour sa première conférence intitulée Biological Follow-up How Often. À vous le parole. Bonjour à tous. Je commence par remercier la Société tunisienne de cardiologie de m'avoir invité pour vous parler des biomarqueurs de l'insuffisance cardiaque et des dernières recommandations. Donc, les peptides natriurétiques font partie de la stratégie du diagnostic et du pronostic de l'insuffisance cardiaque, le suivi thérapeutique et de l'évaluation de la réponse au traitement. Juste un petit rappel des peptides natriurétiques. Donc la famille des polypeptides comporte les ANP, les CNP et les peptides natriurétiques de type B auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Ces peptides sont synthétisés essentiellement dans le ventricule gauche suite à une expansion volémique ou à une augmentation de la pression ventriculaire. Le précurseur du BNP, c'est le NT-proBNP, qui sera clivé d'une façon équimolaire dans la circulation sanguine. En BNP, l'hormone active, et en NT-proBNP, le métabolite inactif, mais qui a la même signification et la même performance clinique que le BNP. Cependant, leurs valeurs ne peuvent pas être comparées. Et pour le suivi, il faut choisir un des paramètres. Donc le principal rôle de BNP, c'est de diminuer le volume plasmatique en agissant à plusieurs niveaux, central, vasculaire par une vasodilatation périphérique et au niveau rénal par une augmentation de la filtration glomérulaire. Donc il a un effet diurétique et natriurétique. Donc, le BNP dans la circulation sanguine est éliminé selon 3 voies, donc ce qui lui confère une demi-vie courte, qui ne dépasse pas 20 minutes. Par contre, pour la NT-proBNP, l'élimination elle est essentiellement rénale, et donc ça lui permet d'avoir une demi-vie plus longue de 1 à 2 heures. Sur le plan préanalytique, le jeûne n'est pas obligatoire. Il est important de noter par contre la prise de certains médicaments, tels que l'association sacubitril/valsartan, qui augmente la concentration de BNP sans modifier celle de NT-proBNP, surtout en début de traitement. Selon certaines études, cette augmentation peut être triplée ou même quadruplée par rapport aux valeurs initiales. Pour il y a aussi la coagulation in vitro intervient aussi pour le dosage de BNP. Ceci est dû à l'action protéolytique au niveau du plasma. Donc, pour le dosage de BNP, on est obligé d'utiliser uniquement les tubes DTA en plastique et on est beaucoup plus à l'aise pour le dosage de NT-proBNP. On peut utiliser des tubes éparinés, des tubes secs, en plastique ou en verre. En effet, le verre peut aussi interférer à cause des calicréines plasmatiques. Le NT-proBNP a une meilleure stabilité, ce qui permet de refaire, par exemple, un dosage quelques jours plus tard après une prise de sang, ce qui n'est pas le cas pour le BNP parce qu'il a sa concentration elle va diminuer rapidement. Au bout de 4 heures, donc il va falloir congeler le plasma pour un dosage différé. Par ailleurs, peu d'interférences analytiques sont observées avec les prélèvements qui sont modérément hémolytiques, lipémiques ou ictériques. Et pour les patients qui sont supplémentés en biotine, il est préférable de différer les dosages 8 heures après la dernière prise s'il n'y a pas un contexte d'urgence. Pour les méthodes de dosage, les méthodes actuellement utilisées, c'est les techniques immunométriques type sandwich. Les premières ont été complètement délaissées du fait de l'incubation qui est très longue.
Ce qu'il faut retenir dans la partie analytique, c'est que pour le dosage de BNP, les résultats sont variables d'un laboratoire à un autre en raison de l'utilisation d'un couple différent d'anticorps en fonction de la trousse utilisée, ce qui n'est pas le cas pour l'NT-proBNP. Les résultats sont comparables d'un laboratoire à un autre parce que toutes les trousses utilisent les mêmes anticorps, le même couple d'anticorps. Il y a des variations physiologiques. Les concentrations pour les deux biomarqueurs augmentent avec l'âge. Ceci est dû aux comorbidités et à l'altération de la fonction rénale. Les valeurs sont un peu plus élevées chez la femme que chez l'homme. Et les concentrations sont inversement proportionnelles à l'indice de masse corporelle. Ceci est dû à la diminution de synthèse et à l'augmentation de leur clairance. Leur sécrétion et les pulsatiles, pour les deux molécules, BNP et NT-proBNP, c'est ce qui explique cette variation de concentration intra-individuelle qui peut aller jusqu'à 30% dans certains cas. Alors, il y a des variations pathologiques qui sont d'origine cardiaque autre que l'insuffisance cardiaque. Je citerai le syndrome coronarien aigu, la fibrillation auriculaire, les myocardites et la chirurgie cardiaque. Il y a des variations pathologiques autres cardiaques. On voit des valeurs élevées surtout chez les BPCO sévères, dans les cas d'embolie pulmonaire, chez les cirrhotiques, les insuffisants rénaux et dans les cas de sepsis. Alors, pourquoi le choix de ces biomarqueurs dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque? Pour retenir une origine cardiaque d'une dyspnée, ces biomarqueurs ils sont dotés d'une excellente sensibilité, d'une bonne spécificité, mais c'est surtout d'une valeur prédictive négative, d'une excellente valeur prédictive négative qui est presque de 100% chez surtout les personnes, chez le sujet jeune de moins de 50 ans. Je vais maintenant passer en revue les dernières recommandations des sociétés savantes. Donc, pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque chronique, l'ESC de 2021 recommande le dosage des BNP ou NT-proBNP. Si les valeurs sont inférieures aux valeurs seuil, l'origine cardiaque elle est exclue et il va falloir considérer un autre diagnostic. Et pour des valeurs qui sont élevées, une échocardiographie permet de confirmer l'insuffisance cardiaque et de définir son phénotype. Selon l'ESC 2021, c'est une recommandation de type 1B. L'AH 2022 recommande aussi pour le diagnostic le dosage des polypeptides natriurétiques devant toute suspicion d'insuffisance cardiaque pour poser le diagnostic, pour la stratification du risque et pour le pronostic à l'admission. Et c'est une recommandation 1A. L'AHA aussi recommande un bilan de routine qui va complémentaire afin de dépister les comorbidités et optimiser la prise en charge. Maintenant, devant une décompensation d'une forme chronique ou une dyspnée aiguë, l'ESC recommande le dosage des peptides, des BNP ou NT-proBNP pour des valeurs inférieures à 100 pour le BNP et inférieures à 300 pour l'NT-proBNP. L'origine cardiaque, elle est exclue. Et pour des valeurs qui sont élevées, supérieures à 400 pour le BNP et stratifiées en fonction de l'âge, pour l'NT-proBNP, l'origine cardiaque, elle est confirmée. Pour les valeurs intermédiaires, c'est la zone grise. Et donc, le diagnostic, il est incertain. Il est recommandé de réaliser une échocardiographie pour retenir l'étiologie. Un bilan complémentaire aussi est demandé à l'admission. Il est recommandé essentiellement de doser les troponines, vérifier la fonction rénale, complété par un bilan martial et en fonction de l'état clinique du patient, d'autres paramètres peuvent être demandés tels que les lactates, la procalcitonine, les dédimères ou vérifier la fonction thyroïdienne aussi. Alors,
ce qui est intéressant en 2023, c'est la société, c'est l'ESC a donné une meilleure définition du rôle de BNP et de NT-proBNP. Dans le Early Follow-up, cette recommandation est basée sur l'étude de Strong, cette étude a comparé en effet deux groupes en post-hospitalisation pour une insuffisance cardiaque durant les 6 premières semaines après à la sortie. Donc, et le groupe qui a bénéficié d'un follow-up intensif durant les 6 premières semaines avec une évaluation clinique, biologique et optimisation thérapeutique a permis justement à montrer qu'il y a une nette diminution de réadmission ou de décès, toutes causes confondues. Suite à cette étude, les recommandations du Early Follow-up sont passées de 1C à 1B en 2023. En ce qui concerne la surveillance des formes chroniques stables, il n'y a pas eu de modification, donc c'est une évaluation clinique recommandée au moins une fois tous les 6 mois et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recommandation systématiquement pour le dosage des biomarqueurs de l'insuffisance cardiaque. Là, c'est une méta-analyse qui regroupe tous les guidelines de toutes les sociétés savantes européennes, américaines et japonaises et ils sont tous d'accord sur les recommandations pour le diagnostic, pour la stratification du risque, pour l'établissement du pronostic de l'insuffisance cardiaque. Il reste utile pour la surveillance de l'insuffisance cardiaque chronique et au moment de changement thérapeutique et pour les décompensations aiguës. La nouveauté en 2023, c'est le Early Follow-up. Ceci étant dit, il faut rester vigilant quant à l'interprétation de ces valeurs en fonction, parce que ça dépend des variations. Il faut prendre en compte les variations physiologiques et pathologiques diverses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Masmoudi. C'est toujours un plaisir de t'écouter et de partager avec toi tes belles connaissances, comme tu sais très bien le faire. Je remercie encore l'assistance et votre présence signe quand même l'intérêt que vous portez à l'association des cardiologues privés. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Rafir. C'est par rapport au contrôle. C'est-à-dire on a un patient qui arrive, qui est dyspnéique, on trouve 4000 de pro-BNP, on met sous traitement, il s'améliore. À partir de combien de temps on peut supposer, contrôler et dire que notre traitement est efficace? Est-ce que c'est après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois? Quelles sont les recommandations? Les nouvelles recommandations, c'est les 6 premiers mois et c'est vraiment la première, deuxième, troisième et la 6e semaine. Voilà. Quand on veut être parfait et éviter les réadmissions, et bon, ça c'est le... Voilà, exactement, et mieux adapter le traitement aussi. Par contre, moi, je contrôle systématiquement avant la sortie, parce qu'une diminution de diminution de 25% de la pro-BNP, c'est un élément de bon pronostic, c'est que le patient s'est amélioré. Voilà. Ouais. Il y a encore ceux qui font le BNP. Justement, normalement non, mais toutes les sociétés savantes le gardent et... Non, du tout. Heureusement d'ailleurs. Alors là, moi en tant que biologiste, vu toutes les... ce n'est pas stable surtout, il faut que ça soit fait dans les 4 heures. Ah oui, oui, tout à fait. Ça peut même augmenter 3 à 4 fois selon certaines études. Donc, heureusement qu'on... Quand tu reçois une demande de BNP... C'est NT-proBNP, je switch, oui. Oui, oui, c'est... Voilà. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais très honnêtement, notre pratique, ça n'a rien à voir.
Franchement, ça n'a rien à voir. La cinétique est tout autre. Et il y a tellement d'interventions déjà préanalytiques. Des fois, c'est pas possible. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est on peut même contrôler une valeur 7 à 10 jours plus tard. Et c'est énorme. 7 à 10 jours plus tard, sur la paillasse. Et au niveau du coût, c'est le même prix d'un BNP et d'un INT? Ah, je sais plus, la vérité, très honnêtement. Je sais que ça tourne autour de 100 dinars, le NT Pro BNP. BNP, je pense que c'était moins, oui, 60. Et ce n'est pas couvert par la CNAM, je pense. Hein. Non, non. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on note dans les demandes qu'on fait, nous, pour la prise en charge du sacumétrie, le valsartan, ça fait partie des cases à cocher, des valeurs à mettre pour avoir l'accord de la CNAM, pour les insuffisances cardiaques, Oui. aussi pour le traitement, en fait. Et puis même pour vous, vous êtes beaucoup plus à l'aise de comparer deux valeurs de NT-proBNP qui parviennent de deux laboratoires différents. Donc les trousses utilisent vraiment les mêmes anticorps qui sont dirigés contre les mêmes épitopes. Et ça, c'est très très important. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le BNP, à part les variations physiologiques qui sont connues aussi. Une réflexion qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le BNP pour vérifier si le patient est répondeur ou pas au sacubitril valsartan, vu qu'il augmente généralement avec le traitement? Si ça augmente pas beaucoup, c'est qu'il n'est pas répondeur. S'il augmente beaucoup, c'est qu'il est répondeur. Ça sera une étude que vous allez lancer. Mais il y a tellement d'interférences, justement, donc les résultats seront faussés. Donc... Par contre, avec le NT-proBNP, il n'y a pas du tout de modification. À mon tour aussi de remercier la présence à cette heure très tardive. Je pense on est au fin du marathon. Et on va passer à la prochaine présentation dans le suivi de l'insuffisance cardiaque. Et là, un autre versant, on a vu le contrôle biologique et là, le contrôle échocardiographique. Et on sait qu'il est extrêmement important pour le suivi des patients et pour le diagnostic, bien entendu. Donc, je donne la parole à Dr Mahjoub, qui est échographiste, qui est très, très connu. Et à vous, Dr Mahjoub. Remercier le comité d'organisation et le comité de l'ACLT de m'avoir invité et de me permettre de présenter sur la fonction diastolique, qui est un sujet très facile. Alors, j'ai eu la chance, on m'a demandé de présenter sur le suivi du patient insuffisant cardiaque, donc le suivi échographique, donc ça diminue un peu. Et on m'a dit, fais très simple, voilà, pratique, très simple, voilà. Alors en fait, dans les recommandations, qu'est-ce qu'on nous recommande de faire? Donc un patient qui est insuffisant cardiaque, qu'on a mis son traitement et qu'on suit, on nous recommande de faire une échographie que s'il y a une détérioration de son statut clinique ou bien 3 à 6 mois après une optimisation du traitement. C'est-à-dire si on introduit une nouvelle molécule, si on a une titration plus importante ou bien si on va décider de mettre un nouveau device. Donc les Européens et les Américains sont un peu plus vagues, mais c'est à peu près la même chose. Pour dire, il ne faut pas faire des échographies tout le temps, c'est ce qu'ils veulent dire. Moi, j'ai l'habitude, par contre, dès que je titre un peu plus, je fais un coup de sonde, parce que la fonction diastolique, finalement, c'est 2 ou 3 paramètres à prendre, et ça peut être intéressant. Mais relativement, 3 à 6 mois, on ne peut pas se permettre de faire des échographies, mais ça aide, parce qu'il y a des modifications, en fait. Alors, cette échographie qu'on fait pour le suivi du patient insuffisant cardiaque, il faut qu'elle prenne le patient dans sa globalité, donc savoir s'il est symptomatique ou pas, si les symptômes ont diminué, s'il se sent mieux, c'est important, sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle, voir s'il n'est pas passé en fibrillation auriculaire, ça change la donne, et bien sûr prendre les volumes ventriculaires, les épaisseurs des parois, la fraction d'éjection, le volume de l'oreillette gauche, et voir s'il y a ou la sévérité, la présence d'une pathologie mitrale. Alors, en ce qui concerne la physiopathologie, je vais juste vous rappeler que la diastole du ventricule gauche, il y a 4 phases. La première phase, qui est la phase de relaxation isovolumétrique, phase 1. Deuxième phase, c'est le remplissage précoce, donc qui est représenté au Doppler pulsé par l'onde E. Après, il y a le diastasis et à la fin, il y a la contraction de l'oreillette qui correspond à l'onde A en Doppler pulsé.
Alors, la fonction diastolique, il faut comprendre, la dysfonction diastolique, il faut bien comprendre que c'est un continuum. C'est assez complexe, mais ça commence... En tout cas, c'est pour dire qu'au début, on est quelqu'un de normal, donc normalement avec ce profil-là au Doppler pulsé. Et puis après, même avec l'âge, il y a un trouble de la relaxation des fibres myocardiques qui s'installe. Et on a à peu près ce profil-là. L'ischémie également entraîne un trouble de la relaxation assez précoce. Les autres pathologies qui entraînent des hypertrophies ou de la fibrose vont aboutir petit à petit à une trouble de la compliance et de la distension des fibres myocardiques. Donc c'est à peu près ce profil-là. Et puis après, on passe au profil restrictif qu'on appelait le grade 3. Je fais simple, là. Hein, c'est simple, ça. En fait, pourquoi j'insiste sur la simplicité, pour la fonction diastolique et les critères échographiques, il y a deux sociétés qui se réunissent et c'est un consensus d'experts. C'est la Société américaine d'échocardiographie et la Société européenne d'imagerie cardiovasculaire, ils s'appellent maintenant. Ils se sont concertés en 2009 et ils ont sorti des guidelines qui n'ont pas plu, qui était très compliqué avec des algorithmes, des cut-offs, des paramètres. Et c'est pour ça qu'en 2016, le premier argument pour sortir ces nouveaux, donc à peu près, ça faisait combien ça, 7 ans après, il ressort des nouveaux guidelines où il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport aux études. Il n'y a pas vraiment de découverte de nouveaux paramètres échographiques. Par contre, ils ont bien marqué qu'ils voulaient faire plus simple. C'est dans la simplicité parce que c'est quelque chose qui doit se faire de façon quand même une pratique routinière, mais il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Si vous avez une idée des algorithmes, des fois quand on les regarde, on ne comprend plus rien, on s'arrête, on se dit bon, ça va, je vais donner des diurétiques à la fin de toutes les façons. Donc c'est un peu ça. Alors par exemple là, on nous demande de prendre 3 paramètres dans le Doppler pulsé. Donc l'onde E, l'onde A, de faire le rapport E sur A. Même le temps de décélération, il a été enlevé. Pourquoi ? Parce que des fois, vous pouvez avoir un grade 3, avoir une onde E qui est très importante et avoir un temps de décélération qui n'est pas en dessous de 160 millisecondes. Donc même ce paramètre, ils l'ont enlevé. Donc à peu près ça, vous connaissez classiquement, grade 1, grade 2, grade 3, avec les valeurs classiques. Et on nous recommande 4 autres variables. De prendre donc au niveau de l'anneau mitral au Doppler tissulaire, donc le prime septal, le prime latéral, de faire le rapport, l'IT, et on demande la Vmax, et puis le volume de l'oreillette gauche. 4 paramètres, c'est ce qui est recommandé et clairement dit. Et à partir de là, les algorithmes commencent. Donc là, c'est le premier algorithme quand vous avez une fraction d'éjection normale. Vous avez fait vos 4 paramètres, vous avez bien sûr fait votre Doppler pulsé, votre Doppler tissulaire, et l'IT et l'oreillette gauche. À partir de là, si vous avez... Donc quand on a un critère ou 0, à ce moment-là, la fonction diastolique est normale. Si vous en avez 2, vous ne savez plus. Si vous en avez plus, c'est qu'il y a une dysfonction diastolique. Alors pourquoi ils ont bien précisé fraction d'éjection normale ? Parce que le deuxième algorithme, on est dans le cas où la fraction d'éjection peut être diminuée, ou bien normale, mais avec une atteinte myocardique qui peut être subclinique. Donc grosso modo, nos patients, nous, c'est ceux-là. Donc finalement, l'algorithme qu'il faut regarder, c'est celui-là. C'est-à-dire que le patient, il arrive, ou bien il a une fraction d'éjection normale, ou bien elle est réduite, ça revient au même. Il faut regarder cet algorithme-là et essayer de le comprendre. Donc il y a 3 scénarios. Là, c'est le E sur A qui est inférieur à 0,8, donc, et le E doit être inférieur à 50. C'est ça le détail qui est important. C'est à partir de là que vous êtes rassuré. On est dans le trouble de la relaxation. Les pressions de remplissage ne sont pas élevées. Si votre patient est symptomatique, à ce moment-là, il faut considérer ou bien qu'il y a de l'ischémie, c'est la seule qui peut être vraiment responsable d'un trouble de la relaxation alors qu'on n'a aucune preuve d'élévation des pressions de remplissage ou critères échographiques, ou bien il faut lui faire un stress diastolique. Je suis spécialiste de l'échographie de stress, si ça vous intéresse, je peux vous le faire, le stress diastolique. En fait, c'est quoi ? C'est très difficile à faire un stress diastolique. C'est vraiment des patients qui ont des pressions de remplissage qui s'élèvent qu'à l'effort. Donc c'est un diagnostic plutôt, pas de suivi d'un patient qui est en insuffisance cardiaque, mais plutôt au diagnostic primitif de quelqu'un qui a une dyspnée, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc ce que je voulais vous rappeler, c'est ce genre de patients-là, on les voit rarement. Nous, parce qu'on a des patients qui ont déjà des pathologies. Donc on se retrouve là, nous. Alors là, il y a ce cas de figure-là qui est très simple. Profil restrictif, E sur A supérieur à 2. Là, on est sûr qu'on est à un grade 3 et des pressions de remplissage élevées. Mais on va quand même aller faire, je vous montrerai mon cas de patient là, on peut aller faire les autres paramètres. Mais c'est assez clair là. Vos pressions de remplissage sont élevées. Maintenant, c'est là que se pose le problème. Quand c'est E sur A inférieur à 0,8
et le E est supérieur à 50. Là, on fait pareil, hein, comme ils nous ont dit, nos 4 paramètres, Doppler tissulaire, IT et volume de l'oreillette gauche indexés. Donc si vous avez 2 critères négatifs, ou 3, c'est bon, c'est normal. Si vous avez 2 critères positifs ou 3, c'est élevé, dysfonction diastolique, c'est un grade 2. C'est au milieu que ça pose un problème. Donc quand vous en avez, ou bien vous n'avez pas réussi à tous les prendre, donc vous n'en avez que 2. 2 négatifs, c'est bon, on considère que les pressions de remplissage ne sont pas élevées. 1 positif, 1 négatif, on ne peut pas répondre. 2 positifs, pression de remplissage élevée. Déjà, ça a l'air compliqué, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vais vous donner un exemple. Donc dans ma pratique clinique, moi je vois grosso modo 2 types de patients. Il y a celui-là qui arrive, donc c'est une dame, elle a une HTA grade 1, bien équilibrée, elle est asymptomatique, elle se plaint rien de rien, je lui fais son échographie de contrôle. Je trouve ça. Elle a 62 ans, à partir de 60 ans, on peut considérer qu'on peut avoir un trouble de la relaxation. Donc ou bien elle est normale, ou bien elle a un trouble de la relaxation, mais là, je n'ai pas mon E inférieur à 50 et E sur A. Donc, comme j'aime bien m'amuser, je fais une manœuvre de Valsalva. Avec la manœuvre de Valsalva, j'ai ça. Ah, je me dis, super, c'est un grade 2, pression de remplissage élevée. Eh bien non, il faut que j'écoute ce qu'on me demande de faire et je fais les 4 paramètres qu'on me demande. Et je fais les 4 paramètres. Et alors là, je fais le Doppler tissulaire, E sur E' 10, E' 8, je fais l'oreillette gauche 38, je fais l'IT 2,5, je n'ai qu'un seul paramètre, j'ai des pressions de remplissage qui sont normales. Et quelque part, elle est asymptomatique, ma patiente, et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'avec les anciens algorithmes, tout ça, on s'embrouille tellement qu'à la fin, on a envie de dire que ce patient, il a des pressions de remplissage élevées. Non, c'est clair, et c'est un grade 1. Et puis le deuxième patient, qui appelle, comme celui-là, c'est un coronarien, de toutes les façons, il est dyspnéique, je trouve ce genre de profil. Et j'ai même des temps de décélération qui sont courts, et je fais les 4 paramètres comme on me demande, et je trouve un E', que ce soit en latéral ou que ce soit en septal, qui est inférieur à 7, E sur E' à 23. Là, j'ai pas l'IT, par exemple, c'est 2,8, non, j'ai 2,7. Mais c'est pas grave, j'ai assez de critères, j'ai un profil, c'est bon. Il a des pressions de remplissage élevées. Alors c'est vrai que les guidelines sont très stricts, c'était ça les paramètres qu'il fallait connaître. Mais il y a des situations plus délicates. Les situations plus délicates, généralement, ce n'est pas le suivi d'un patient insuffisant cardiaque. C'est plutôt dans le diagnostic d'une dyspnée. Par exemple, les patients qui ont des pathologies pulmonaires, on ne comprend pas trop. C'est là que les paramètres échographiques, qui sont même anciens, hein, ce n'est pas des nouveautés tout ça, des paramètres échographiques anciens, nous aident à mieux conclure. Est-ce que les pressions de remplissage sont élevées? Est-ce qu'il y a vraiment de la dysfonction diastolique? Pourquoi le patient est dyspnéique? C'est pour ça que quand on les lit comme ça nous embrouille. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous apprenez à faire un paramètre échographique, il faut s'entraîner quand le patient est normal et que les pressions de remplissage ne sont pas élevées. Si vous arrivez le jour où vous trouvez qu'il y a un problème et vous essayez de faire tous les paramètres, c'est clair que vous n'avez pas un minimum de courbe d'apprentissage et c'est clair que généralement vous n'allez pas réussir à conclure. Donc si vous aimez un de ces paramètres, qui est facile à faire, il y en a qui ont pris les habitudes parce que les paramètres se sont apparus au fil des années petit à petit. Si vous en aimez un, il faut essayer de vous entraîner à le faire. D'ailleurs, par exemple, ce consensus d'experts européens et américains n'aime pas celui-là, donc ils en parlent en disant bah, celui-là n'est pas très reproductible. Personnellement, je le fais systématiquement, moi je l'aimais bien. Mais bon, ils ont dit c'est pas très reproductible. Mais ça m'aide dans les cas compliqués. Celui-ci est validé, par contre, c'est vrai qu'il est simple. À partir du moment que vous arrivez à mettre le Doppler pulsé dans les veines pulmonaires, donc oui, si S est inférieur à, là il y a S1, S est inférieur à D, oui, c'est facile à faire. C'est celui-là, pardon. Ça c'est normal, ça c'est celui-là. Il y a aussi ceux qui se sont habitués à prendre la durée de l'onde A. Oui, c'est un très bon critère. Il nous aide aussi dans des cas particuliers. Mais ce qu'il faut faire, c'est que, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre des temps en échographie, ce n'est pas évident de prendre un temps. Une pente, c'est facile, une vélocité, c'est facile, mais un temps, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir une légère courbe d'apprentissage. Donc moi, je l'aime bien, celui-là aussi, des fois, je le fais, puis des fois, je ne le fais pas, parce que les veines pulmonaires, je n'arrive pas à les capter, parce que ça va... Mais ces deux-là sont validés par les sociétés savantes, comme on dit. Il y a celui-là aussi, qui, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, pendant le diastasis, quand vous avez une onde L là, qui est supérieure à 20, ça veut dire qu'il y a des pressions de remplissage élevées. Vous l'avez dans le Doppler pulsé et dans le tissulaire. Donc tous ces paramètres, ils sont décrits dans les recommandations, mais on ne demande pas de les faire pour conclure, pour répondre cliniquement si on va donner finalement des diurétiques ou bien si la nouvelle molécule qu'on a introduite a donné un bon résultat. Il y a aussi cette méthode, je ne sais pas si vous avez l'habitude, donc de mesurer le temps de relaxation isovolumétrique.
Alors, il y a des critères, il y a des études, elles datent de plus de 10-15 ans. C'était très significatif, c'était bien. Moi, quand j'ai appris à faire la fonction diastolique, je me suis beaucoup amusée à les prendre, ceux-là. Donc, à mesurer ici. Et puis là, vous avez le temps, donc vous prenez le R au niveau de l'ECG, là, et vous mesurez donc le temps jusqu'à E. Et là, c'est le E', pardon. Attendez, là, je vais faire l'envers. Oui, voilà. De là à là, c'est E'. Donc, vous faites le temps E moins E'. Et après, vous faites le rapport avec le temps de relaxation isovolumétrique et vous avez des cut-offs clairs. Non, ça a l'air embrouillé, mais en fait, si vous vous entraînez à le faire, ça passe. Je l'ai fait, moi au début, je ne le fais plus. Je vous l'avoue, c'est très rare que j'ai besoin de faire d'autres paramètres échographiques que ceux qui sont recommandés. Alors, le strain aussi. On m'a demandé de ne pas parler du strain. Et donc, c'est pour ça que j'en parle. Non, mais je ne sais pas. Non, le strain, c'est très bien. Moi, j'ai commencé à faire du strain, c'était en recherche il y a plus de 15 ans. C'était très amusant. On avait les logiciels qui servaient au ventricule gauche et on le mettait sur l'oreillette et on était super content d'avoir des chiffres. C'était même significatif, il faut dire. Bon, maintenant, les appareils se sont développés, c'est plus facile à faire. Mais personnellement, je n'ai fait du strain de l'oreillette gauche, donc je ne l'ai pas à mon cabinet parce que je ne bidouille pas mon strain pour faire ça. Mais pour des cas compliqués, on peut faire du strain. Et à l'hôpital, bien sûr, s'ils font pour la recherche et tout, je comprends bien qu'ils font du strain. Et derrière les dernières recommandations, les Britanniques, ils ont sorti des recommandations échographiques pour la fonction diastolique. Ils les ont sorties cette année et dans leurs algorithmes, ils ont mis le strain. Donc ça va venir, c'est clair. Ça va venir, mais ça sera très facile à utiliser. Donc moi, je me dis, c'est plus du tout ce profil-là qu'on aura. On va mettre quelque chose comme ça et on va avoir les chiffres qui sortent comme ça. À ce moment-là, c'est facile. Donc, juste un rappel, je ne vais pas compliquer les choses, mais en fait, tous ces paramètres, ils servent surtout quand on a des cas plus compliqués, quand on a une sténose mitrale, quand on a une prothèse. Là, ça sert à faire ces paramètres-là. Quand on a une insuffisance mitrale sévère, une cardiomyopathie hypertrophique, la fibrillation auriculaire aussi devient difficile et ces cut-offs sont différents. Mais pour le suivi d'un patient qui est en insuffisance cardiaque, je pense qu'on peut prendre les critères habituels et qu'on arrive à s'en sortir. Pas toujours, mais vraiment très rarement on arrive. Alors justement, moi, ce qui me plaît dans le suivi d'un patient en insuffisance cardiaque, donc si vous le suivez, vous lui faites la première écho, puis à 3 mois ou à 6 mois une autre, c'est justement ces signaux-là qui sont intéressants. Si vous avez le E sur A qui a diminué, si vous avez le E sur E' aussi qui a diminué, si les pressions pulmonaires ont diminué, si la veine cave est devenue compliante alors qu'elle ne l'était pas, que son diamètre a... Ça, c'est des signes de bonne évolution. Alors, ce qui est recommandé aussi dans le rapport, c'est d'essayer de donner le grade. Donc ça, on n'a besoin que d'un seul algorithme pour le faire. Et d'essayer de dire si les pressions de remplissage sont élevées ou pas. Donc la réponse est normale, élevée, ou bien j'y arrive pas. Et surtout, ce qui est intéressant pour le suivi des patients insuffisants cardiaques, c'est de comparer avec les études d'avant. Et là, vous pouvez, la plupart du temps, répondre à la question « est-ce que ça va mieux ou pas ?» Voilà. J'ai voulu faire simple, mais sur Internet, j'ai trouvé des gens qui font encore plus simple. Je vous assure, en faisant la bibliographie, lui, il propose de nous régler le problème de la dysfonction diastolique avec l'homéopathie. Voilà. Merci Haïfa pour cet excellent exposé qui était très facile et très simple, je l'avoue. Docteur Senda, je crois Masmoud y a bien profité, il a tout compris des pressions de remplissage, c'est déjà bien. Excuse-nous du traumatisme qu'on te fait. Bon, moi, ce qui m'inquiète un peu, j'ai bien aimé que tu parles des problèmes mitraux, de la prothèse mitrale, mais moi, ce qui me pose le plus problème, c'est l'anémie, quand on a des patients anémiques. Est-ce que toi, est-ce que tu prends en considération, tu regardes la NFS d'un patient quand tu fais l'évaluation des pressions de remplissage? Alors, quand je fais l'évaluation des pressions de remplissage, pourquoi je le fais en fait? Est-ce que parce qu'il est anémique, parce qu'il est soufflé, parce que c'est très... La question est très claire. Par exemple, un patient anémique, oui, il a une IM plus importante. Exactement. Il est dyspnéique peut-être parce qu'il est très anémique. Je veux dire, c'est pour ça que je trouve que c'est très important de prendre le patient en globalité. Je ne vais pas me dire, il n'y a aucun paramètre échographique qui n'est pas valable dans l'anémie. Mais c'est l'IM le problème. C'est quand la valve mitrale est touchée. Moi, on m'appelle des fois en urgence, il y a des prothèses, on me dit, évaluez-moi les pressions de remplissage. Alors, ils m'ont dit, oui, mais le E sur E', alors à ce moment-là, j'ai dit, je crois qu'il n'y a pas d'hypertension pulmonaire. C'est la seule réponse. Vous savez que, par exemple, pour des gens qui ont des pacing du ventricule droit, pour des gens qui ont des cœurs transplantés, on n'a rien comme paramètre. On les a tous étudiés, comparés, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Et c'est honnête de dire qu'on n'y arrive pas.
Moi, je regarde la veine cave, alors s'il est intubé, je suis foutue. Et donc, après, je leur dis, les pressions pulmonaires, c'est qui a fait l'écho d'avant? Si, c'est moi, c'est super. Tu peux je comparer. dis, ça a diminué. Ouais. C'est un peu ça. D'accord. Et moi, par exemple, l'anémie, non, il n'y a aucun critère qui n'est pas valable. Mais si tu as une IM sévère, eh ben, on a des critères. On a des critères et c'est des temps. Et c'est des temps, mais quand tu es au lit d'un patient qui est en décubitus dorsal, qu'il est intubé et qu'on me demande de faire le temps de relaxation, puis de comparer le temps de prime, j'y ai pas. Donc, comme quoi, la clinique, je pense, pour un insuffisant cardiaque, la clinique reste toujours quand même à prendre en considération Moi, les patients dans sa il y a totalité. deux patients, il y a les patients qu'on nous adresse quand ils sont dyspnéiques et on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, c'est le seul qu'on m'adresse pour vraiment évaluer la fonction diastolique. À ce moment-là, je fais mes paramètres. Il y a même des patients à qui j'ai fait des stress diastoliques. On fait une échographie de stress, donc on le fait pédaler. Je prends tout mon temps pour ça parce qu'on doit savoir, celui-là, il est cardiaque ou pas. Généralement, il a déjà eu sa coro et tout ça. C'est ce que j'allais te dire. Oui, donc ils ont Il te déjà vient tout avec sa fait. coro, Après, avec son on me BNP. demande pourquoi il est soufflé. Ça, je veux bien. Mais là, pour un suivi d'un patient, non. La question est non. Et même quand tu as un patient dyspnéique et qui a un problème, une pathologie cardiaque, tu peux essayer de prendre tes paramètres. Mais méfie-toi, si tu prends tes paramètres et que c'est la première fois que tu les prends, tu vas vouloir les trouver comme tu veux, toi. C'est souvent, c'est ça. Ça, c'est très bien. Et là, tu vas dire, ah, il est essoufflé, vous n'avez pas vu le temps de relaxation, il est horrible, alors que toi, il est en FA. Vous savez qu'il faut moyenner 10 cycles en FA, normalement. 10. Moi, j'en fais 3. Je prends non consécutif, comme ça, je rentre dans les... Il y a une petite... on a le droit de faire ça, il paraît. Donc, je le fais comme ça, parce que je ne peux pas faire ça tout le temps. Mais oui, effectivement... Merci pour ta réponse et merci d'avoir été exhaustive quand même et assez spécifique. Je crois qu'on me pousse à passer à l'orateur suivant. Il y a des gens qui vont tomber en hypoglycémie, on me dit. Dr Châté, il se présente pour les élections, pour ceux qui ne le savent pas déjà. Il s'est présenté. Et puis, pour ceux qui ont voté déjà pour lui, merci à son nom. Il va représenter le privé, je l'espère. Donc, si vous avez des plaintes, si vous avez des lettres personnelles, commencez à l'adresser. Voilà, toutes les plaintes sont les bienvenues, toutes les demandes pour la société passeront par Dr Châté dorénavant. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, Merci Céline pour la présentation. Merci beaucoup. Alors, pour la présentation suivante, il a choisi de nous parler quand même on a choisi pour lui de nous parler. On a choisi pour moi. De l'intérêt de l'ablation de la fibrillation auriculaire chez les patients insuffisants cardiaques. Merci Lafir. Voilà, donc on va essayer d'atterrir de Kassel à la Tunisie. Donc j'espère que l'atterrissage ne va pas faire mal. J'ai essayé de faire en sorte que l'atterrissage se fasse en douceur. Voilà. Vous savez tous que la fibrillation auriculaire est une maladie qui est pourvoyeuse d'une surmortalité par rapport à la population normale, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et l'étude Ramgam l'a bien montré. Notre registre, et là on a l'honneur d'avoir avec nous Sonia Chabrar, qui a été l'investigatrice et la coordinatrice de ce registre Nature AF. Donc on a bien montré qu'il y avait une surmortalité avec la fibrillation auriculaire et avec bien sûr un taux de saignement qui est plus important et des complications thromboemboliques. Une grosse méta-analyse qui a regroupé 50 000 patients avec des études observationnelles et randomisées a bien montré que la fibrillation auriculaire augmentait de 40% le risque de mort, de mortalité dans les études randomisées et 14% dans les études observationnelles. Ce risque donc est directement dépendant de la fibrillation auriculaire et directement dépendant du degré d'altération de la fonction systolique. Donc on parle des HF-RF. Au niveau traitement, on a les antiarythmiques bien entendu, mais l'expérience a bien montré qu'avec les antiarythmiques, on est obligé à chaque fois de changer d'antiarythmique et assez souvent ils ne sont pas efficaces. Et on a un taux d'efficacité après plusieurs changements d'antiarythmiques qui ne dépasse pas les 35%. Aussi, les antiarythmiques sont pourvus d'effets indésirables et on est obligé au cours du temps, parce que vous imaginez le patient dans le temps, c'est-à-dire dans les années à venir, donc on est obligé de changer ou de retirer à cause d'effets indésirables les antiarythmiques.
L'ablation par radiofréquence 2006 a montré qu'elle se démarquait par rapport aux antiarythmiques avec un taux de succès qui était beaucoup plus important et de façon significative. Beaucoup d'études ont été effectuées, j'ai mis juste l'étude de Papone parce que c'est la première, qui a bien montré que l'ablation par radiofréquence versus antiarythmique, la différence était importante et significative. Le registre européen a bien montré aussi cette différence et il a montré que cette différence était d'autant plus importante que le patient présente une fibrillation auriculaire paroxystique plutôt que persistante. Je vais revenir sur la notion de paroxystique et persistante parce que c'est une notion très très importante. Le protocole est resté le même. On a essayé de voir quelle serait l'approche la plus efficace en ablation. Et l'étude STAR-HF, qui est la dernière étude qui a comparé de façon randomisée 3 approches, finalement, l'isolation des valves pulmonaires reste l'approche de choix et l'approche qui est utilisée au jour d'aujourd'hui pour traiter la fibrillation auriculaire, et ceci quelle que soit la source d'énergie. On va revenir sur la source d'énergie. Alors, il n'y a pas que la radiofréquence. Vous savez que la radiofréquence est un courant qui chauffe, mais on peut aussi traiter la fibrillation auriculaire par le froid, donc c'est la cryoablation. Donc on peut isoler les veines pulmonaires par des ballons qu'on met au niveau des veines, et on a démontré que c'était aussi efficace que l'ablation par radiofréquence dans l'étude Ice and Fire. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de l'électroporation, et l'électroporation qui est une énergie non thermale, donc c'est ni du froid ni du chaud, mais c'est des microchocs qu'on fait au niveau des myocytes, et on a démontré sur une dernière série publiée par Vivek Reddy en 2023 que l'électroporation était aussi efficace, donc c'est une étude de non-infériorité, que les énergies thermales, c'est-à-dire la cryoablation et l'ablation par radiofréquence. Donc ce sont les 3 sources d'énergie qu'on a à notre disposition pour traiter nos patients. Les taux de complications sont acceptables. Les taux de complications, on parle d'un taux de complications qui est inférieur à 2%, et c'est essentiellement des complications qui est due à l'approche transseptale aujourd'hui. Alors, la notion de fibrillation auriculaire paroxystique et persistante est importante. Pourquoi? Parce que c'est le timing qui nous permet de prendre la décision de faire l'ablation. Et ce timing est important. C'est-à-dire, on a, si vous voulez, dès qu'on a une fibrillation auriculaire devant nous, si on pense à une stratégie de maintien de rythme, il faut se mettre en tête qu'on a 6 mois à 1 an pour prendre la décision si on va faire une ablation. Au-delà, c'est dépassé. Les chances de réussite sont faibles. Donc c'est pour ça que cette espèce de continuum est important à garder en tête. Ça commence paroxystique et puis ça finit finalement permanent. Ça commence par un seul foyer et après il y a plusieurs foyers et un substrat derrière. Et ceci est dû à quoi? Ceci est dû au fait que la fibrillation, quand elle se pérennise, elle crée des lésions intra-auriculaires qui font que le substrat, après, il est très difficile à traiter. Donc on passe de chances de réussite à 90% maintenant dans les séries à moins de 60%. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas traiter le substrat. On sait traiter le trigger, mais on ne sait pas traiter le substrat. C'est pour ça que dans la réflexion, il ne faut pas attendre. Si on veut traiter nos patients et qu'on a un échec thérapeutique, il faut passer à l'ablation. Donc voilà, donc ça c'est un schéma qui illustre donc la progression. Donc de trigger, on passe à substrat, et dès qu'on est au substrat, après les résultats sont, je dirais, aléatoires. Ceci a été démontré aussi par cette méta-analyse qui montre que les bons résultats, on les a quand on indique l'ablation dans un délai de moins de 1 an. Au-delà de 1 an, on a de mauvais résultats, c'est très clair. Nassir Marouche a fait une série une série d'IRM auriculaires. Il a bien montré cette évolution. Vous voyez en vert l'évolution de la fibrose. Plus on avance dans le temps, plus la fibrose devient importante. Et il a corroboré ça par une étude randomisée où il a montré que plus on a de la fibrose et moins les résultats sont bons. C'est très clair. Donc, cette espèce de continuum qu'il faut garder en tête. Et ce continuum, on l'a quand on connaît la définition de la fibrillation auriculaire. C'est-à-dire, la paroxystique, c'est du trigger. Dès qu'on commence à aller dans la persistante, c'est-à-dire une fibrillation auriculaire qui ne s'arrête pas d'elle-même,
on commence à penser substrat. Bien sûr, il y a après la long standing, c'est-à-dire la persistante prolongée qui dure plus de 12 mois. Et puis, il y a la permanente. La permanente, les carottes sont cuites. D'ailleurs, les carottes sont cuites même dans la long standing atrial fibrillation. L'ablation par radiofréquence, quand le timing est respecté, on a de bons résultats. Et les études randomisées ont bien montré que sur le plan fonctionnel, on a une amélioration nette du score de Minnesota, on a une amélioration nette de la marche à 6 minutes et de la VO2 max. Et on a une amélioration de la fraction d'éjection. Des études plus récentes, PABA, CHF, ont bien montré l'amélioration de la fraction d'éjection, de la marche de 6 minutes et la diminution des symptômes. Des études plus récentes comme ATTAC qui est en 2016, amélioration des symptômes, amélioration de la marche à 6 minutes, de la fraction d'éjection. L'étude ARC-AF a bien montré aussi qu'on avait une diminution du taux de BNP, là cette fois-ci, avec l'ablation de la fibrillation régulière. Donc sur le plan fonctionnel, on a une amélioration nette. Aussi, je suis désolé, cette méta-analyse que j'aime beaucoup est une méta-analyse qui regroupe toutes les études. Et là, cette méta-analyse parle de critères durs maintenant. C'est une méta-analyse qui a été publiée en 2024 et qui montre bien que l'ablation par radiofréquence sur toutes les séries, CASALAF est dans cette méta-analyse aussi. Donc, elle améliore la mortalité, toutes causes confondues, la réhospitalisation et l'accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que quand on ablate une fibrillation auriculaire chez un patient qui est en insuffisance cardiaque et que l'indication est bien faite, et on va revenir sur l'indication, on a une amélioration des critères durs. Fonctionnel, on a vu, mais là, mortalité, réhospitalisation et accident vasculaire cérébral. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette méta-analyse a montré qu'on n'avait pas une augmentation des effets indésirables par l'ablation par radiofréquence. Les effets indésirables sont les mêmes, traitement médical versus ablation. J'aime bien cette étude. C'est une étude qui a comparé deux séries de patients, des patients en fibrillation auriculaire qui ont sur l'IRM un rehaussement tardif, ventriculaire gauche, et des patients qui n'en ont pas. Et on a montré que quand on ablate des patients qui n'ont pas de rehaussement tardif, on a une amélioration du pronostic versus les patients qui ont un rehaussement tardif. C'est-à-dire quand on a de la réserve ventriculaire gauche, on peut améliorer nos patients. Et cette amélioration, donc, elle est clairement importante dès que la fraction d'éjection est inférieure à 45%. CASALAF, on y arrive. Donc, CASALAF, c'est la première étude qui a montré qu'on a une diminution de la mortalité des patients ablatés versus des patients non ablatés quand ils sont en insuffisance cardiaque. La série donc, est une série très hétérogène, donc il y a toutes les classes NYHA, il y a de la fibrillation paroxystique persistante, de la long standing, et donc sur ce pool de patients, on a bien démontré de façon significative que l'ablation faisait mieux que le traitement médical en termes de mortalité cette fois-ci. Une sous-étude de Castle, et ça j'aime bien aussi, donc elle a regardé des sous-groupes et elle a montré dans les sous-groupes que on est mieux si on prend les patients à des classes NYHA 1, 2 versus 3, 4, et on est mieux quand on ablate les patients qui ne sont pas ischémiques. Les cardiopathies ischémiques ont une part réversible qui n'est pas importante, donc c'est logique. Donc c'est pour ça qu'ils ne bénéficient pas beaucoup de l'ablation par radiofréquence. Cabana, c'est une étude dont on attendait le résultat, qui était négatif sur la globalité, mais dans le sous-groupe insuffisance cardiaque avec altération de la fonction systolique, on avait une amélioration en termes de mortalité. Là aussi, donc, une équipe a essayé de chercher un score d'amélioration, et en cherchant un score d'amélioration, on a montré sur 111 patients, qui est le score Antwerp, donc on a montré que l'amélioration était d'autant plus importante que la fibrillation était persistante, paroxystique persistante, pas permanente, et que le QRS était fin et que la taille de l'oreillette n'était pas importante, et donc c'est là où on a les meilleurs résultats.
Là, l'étude RAFT, c'est une étude qui est apparue bien après et qui a montré la même chose, amélioration donc, des patients en termes de mortalité. Donc, elle s'est attaquée à des patients qui ont de la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante. Là, c'est une étude qui s'est faite sur des patients qui sont presque en fin de vie, c'est-à-dire en insuffisance cardiaque terminale. Et ils ont montré qu'en les ablatant, en faisant une ablation de la fibrillation auriculaire, premièrement, ça prolongeait la survie, mais deuxièmement, ça permettait d'éviter de les transplanter et d'éviter l'assistance circulatoire. Donc, ça marche. Alors, il ne faut pas oublier qu'à côté de l'ablation, il y a la maîtrise des autres facteurs qui est très importante pour garantir la réussite de l'ablation par radiofréquence, notamment l'alcool, le tabac, l'obésité, le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, c'est l'approche Head and Toes. Les recommandations 2024 donc, ont mis en classe 1 donc, l'ablation de la fibrillation auriculaire pour les patients qui ont une cardiomyopathie rythmique. Là, il faut démontrer qu'il y a une cardiomyopathie rythmique. Et classe 2B, si on a la certitude que l'ablation par radiofréquence va améliorer la fraction d'éjection. Donc, ça nous donne un libre choix donc, de discuter le patient entre rythmologue, radiologue, et cardiologue, et bien sûr avec le patient aussi. Alors, les parcours patients proposés par l'ESC, donc quand la fibrillation elle est paroxystique, quand on a une altération de la fonction systolique, l'ablation est presque de première ligne, donc c'est vert, donc c'est classe 1A. Bien sûr, après discussion collégiale et discussion avec le patient. Pour la persistante, c'est proposé en classe 1 en deuxième intention après le traitement médical. En première intention, c'est classe 2B. Les recommandations américaines sont beaucoup plus claires là-dessus, parce que les recommandations américaines, en fait, ils donnent beaucoup d'importance, je ne sais pas si j'ai un pointeur ou pas, mais ils donnent beaucoup d'importance à la discussion de certains paramètres avant de prendre la décision d'ablater ou non. C'est-à-dire, je vais vous montrer les paramètres, je peux vous l'entrer tout de suite d'ailleurs. Donc les paramètres qui sont au milieu, donc on les discute tous, c'est-à-dire l'âge du patient, la taille de l'oreillette, la présence ou non de symptômes, le degré de dysfonction ventriculaire gauche. À partir de ces discussions, on prend une décision d'ablater ou non. Et si le patient répond aux critères d'ablation, ça devient classe 1. Moi, je trouve que les recommandations américaines sont beaucoup plus claires là-dessus. Voilà. Oui, mais là, non, l'ablation classe 1, insuffisance cardiaque. Regardez, c'est insuffisance cardiaque, fonction psychiatrique. Oui. D'une façon générale, oui, c'est-à-dire que cette réflexion-là, c'est une illustration d'une façon générale. Oui, absolument. Mais puisque je parle d'insuffisance cardiaque, c'est pour ça que je me suis... Oui, effectivement. Alors, avant de finir, je vais vous présenter un cas clinique. Donc, une patiente de 68 ans qui est diabétique, BMI supérieur à 30, plusieurs épisodes de décompensation cardiaque gauche, plusieurs EAP, hospitalisation aux soins intensifs. ECG FA rapide, oreillette gauche dilatée, j'ai pas le volume, je suis désolé. Non dilaté, excusez-moi, non dilaté. Donc, ventricule gauche dilaté, fraction d'éjection à 48%, PAP systolique 65. Coronarographie normale. Donc, on a optimisé le traitement médical dans un premier temps, on l'a mis sous cordarone, et puis on l'a revu au bout d'1 mois. Donc, au bout d'1 mois, il fallait prendre la décision de faire un choc électrique ou de faire une ablation par radiofréquence. Donc, elle est toujours stade 2-3, toujours en fibrillation auriculaire. On a discuté avec la famille. On leur a pas dit que c'était stade 2B, mais on leur a dit que l'ablation était une option et qu'on pouvait faire un choc et attendre. Ils ont dit ablation. On a fait l'ablation. Donc là, c'est sa carte. Là, vous avez la carte de voltage. Ce que vous voyez en mauve, c'est du tissu viable. Ça veut dire que c'est pas mauvais. Si on a du tissu viable sur la carte de voltage, ça veut dire que l'ablation peut avoir un impact sur l'évolution des choses. Et donc, on a fait une série de tirs en isolation des veines pulmonaires et on a obtenu au cours de l'ablation un retour en rythme sinusal, ce qui est un élément important. Quand on obtient un retour rythme sinusal en cours d'examen, c'est un garant pratiquement d'un maintien du rythme sinusal sur le moyen à long cours. Et on a contrôlé, bien sûr, que les veines étaient bien isolées. À la fin, on a mis la patiente donc sous
inhibiteurs de la SGLT2, spironolactone, bêta-bloquant, AOD et flécaïne, on a un recul de 14 mois asymptomatique. Elle est passée d'un BMI supérieur à 30 à un BMI à 22, elle a perdu beaucoup d'eau, elle est complètement asymptomatique, elle vit normalement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut, dans certains patients sélectionnés, on peut vraiment leur améliorer leur qualité de vie et la mortalité surtout, ce qui est important. Alors en Tunisie, il y a plusieurs centres bien sûr qui font les ablations par radiofréquence, à Tunis, à Sousse et à Sfax. J'ai parlé de l'étude du registre Nature AF. Dans le registre Nature AF, le nombre d'ablations, regardez la dernière ligne, sur l'ensemble des patients, 0,4% des patients ont été ablatés. Ce qui est quand même un taux qui n'est pas important sur un registre de fibrillation auriculaire, pas d'insuffisance cardiaque. Voilà pourquoi. Parce que le coût de l'ablation par radiofréquence est encore exorbitant aujourd'hui. C'est-à-dire que si on fait de la radiofréquence, il faut compter un coût à l'achat de 20 000 dinars, cryoablation 25 000 dinars, électroporation 33 000 dinars, électroporation. À l'achat. Je n'ai pas encore vendu à l'achat. Donc ça c'est le principal barrage et c'est pas pris en charge. La CNAM rembourse que 4 000 dinars. Alors dans notre réflexion, et j'espère que ce sera la réflexion du prochain bureau avec le ministère, on va toujours être le garant de la sécurité de nos patients. Donc on veut garantir l'équité, c'est-à-dire l'accès à tout le monde, et la qualité. Je pense que l'avenir, c'est dans la restérilisation du matériel. Donc il y a du matériel qu'on peut restériliser. Et aujourd'hui, on a des accréditations INEAS ou autres, et qui proposent des référentiels qui permettent de faire des stérilisations en bonne et due forme. Donc on peut restériliser, on peut comprimer les prix. On peut aussi se réunir entre nous et faire des achats groupés, et ça nous permet aussi de faire diminuer les prix. Je pense qu'il y a des réflexions à faire dans ce sens pour en faire profiter au maximum de personnes de cette technique. Pour conclure, donc, je dirais que l'ablation par radiofréquence marche, elle marche même très bien, et elle diminue la mortalité sur beaucoup d'études randomisées. Elle marche très très bien dans les insuffisances cardiaques avec altération de la fonction systolique. On ne sait pas trop ce qu'on fait dans les fonctions systoliques conservées, donc les HF-REF. On a affaire à des populations hétérogènes. C'est pour ça que le délai de 1 an est important. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le patient ne traîne pas beaucoup en fibrillation auriculaire, sinon on a des résultats qui sont vraiment très aléatoires. Donc le stade est important et il faut toujours raisonner au continuum fibrillation auriculaire paroxystique permanente. Donc plus tôt on intervient, et mieux c'est. Donc le cathéter d'ablation aujourd'hui, sur toutes les recommandations aussi bien américaines qu'européennes, passe classe 1 et je vous remercie. Merci Rafir pour cette présentation, en tout cas un tout petit peu plus simple que les données échocardiographiques. Juste une question très rapide pour qu'on fasse assez rapidement. Est-ce qu'en 2024, on a le droit de proposer des cardioversions électriques, tout en sachant que la fibrillation est une pathologie extrêmement récidivante et que les médicaments sont relativement toxiques? Alors, on a le droit de la demander dans une seule condition. Si c'est un pont, c'est-à-dire qu'en attendant que mon patient se prépare pour une ablation, on fait un choc pour ne pas le garder en fibrillation auriculaire. Moi, c'est ce que je fais. Je lui fais un choc, je le garde sous traitement antiarythmique, le temps qu'il se prépare, parce que c'est pas évident de proposer à un patient une procédure qui coûte autant d'argent. Dans la fibrillation persistante, les nouvelles recommandations favorisent le choc électrique. Effectivement, l'ablation de première ligne, c'est classe 2B. Exact. Et on favorise le choc électrique. D'ailleurs, quand on remet le patient en rythme sinusal, déjà on voit comment ça évolue, la fraction d'éjection. Si jamais la fraction d'éjection s'améliore, au cas où il y a une fraction de base qui est altérée, c'est un élément de plus pour l'ablation. Si jamais le patient récidive, là c'est aussi une classe 1 pour l'ablation. Donc là, pour la FA persistante, on favorise le choc électrique. C'est ce qui est on favorise le choc électrique, comme j'ai bien montré sur le parcours patient, et en cas d'échec donc, du traitement médical, à ce moment-là, on part, et ça devient classe 1, de classe 2B, classe 1, sauf si le patient le demande. Alors après,
l'autre indication du choc électrique, c'est quand c'est mal toléré sur le plan hémodynamique aussi. Donc quand vous regardez les tracts patients, là j'ai pas montré parce que c'est pas le sujet, mais quand il y a des problèmes hémodynamiques, bien sûr le choc électrique il a toute sa place. Une question dans l'assistance. L'anticoagulation. Alors, l'anticoagulation, aujourd'hui, elle dépend toujours du score de Schatz. Maintenant, dans le score de Schatz, la nouveauté dans les nouvelles recommandations, c'est que le genre a été enlevé. Maintenant, c'est Schatz-Va. Donc, on a enlevé la femme, mais le reste pareil. Donc, c'est-à-dire à partir d'un score de Schatz à 1, 1, 2, on pense anticoagulation. Maintenant, après l'ablation, c'est peut-être ça ta question. Alors, après l'ablation, ça dépend du score de Schatz initial, mais il faut vraiment garder le pied sur l'anticoagulation le temps de voir les choses se faire. Parce que assez souvent, on peut avoir des récidives à moyen long terme. Tu les gardes combien de temps? Ça dépend. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la taille de l'oreille, mais j'ai tendance à les garder longtemps. Après l'ablation, J'ai tendance à les garder. les recommandations, il y a 2 mois. 2 mois pour tout le monde. Si le score égale 0, on arrête après au bout de 2 mois. C'est le score Schatz-Va. Si le score égale 1, on peut se permettre de laisser une année, mais avec des contrôles par Holter, donc répétés. Si le score est strictement supérieur à 1, c'est à long terme. Là, ce sont les nouvelles recommandations. Sa question, c'est par rapport aux patients qui sont Schatz 2. Donc, est-ce qu'un jour, avec l'ablation, on arrive à arrêter? Alors, dernière question. Bon, la fréquence de la récidive après ablation, parce que quand même, il faut le dire. La récidive après ablation dépend toujours du caractère. C'est-à-dire que si vous avez une fibrillation auriculaire paroxystique sur cœur sain, prise en charge assez tôt, en temps et en heure, ça dépend des séries, mais c'est du 80 à 90% de taux de réussite. Alors, les taux de réussite, c'est 5 ans. Malheureusement, il faut le dire, après 5 ans, il y a toujours des récidives tardives, après 5 ans. Et ça s'est vu. Moi, j'ai des patients que j'ai repris après 6 ans, parce qu'il y a des récidives sur certains points, et oui, il y a des récidives tardives. C'est bon. Merci. Mais ça en vaut la peine. Hein. Ça en vaut la peine. Merci à la FIEP. La taille de C'est la même question. Ouais. Est-ce que tu conseilles votre patient pour une ablation en insuffisance cardiaque? Ouais. Est-ce que vous indiquez l'ablation? Non. Non. Quels sont les critères Non. de choix? Non, je regarde. Non, oui. Oui. C'est-à-dire, quels sont les critères Oui. d'exclusion? Voilà. Les critères, c'est ce que je vous ai montré, qui ont été publiés dans les recommandations américaines. Ils sont très clairs. C'est la ligne du milieu. C'est la colonne du milieu, excusez-moi. C'est la colonne du milieu. Ah, pardon. Il y a une autre, La colonne du milieu. C'est-à-dire que ça dépend de l'âge du patient, ça dépend de la taille de l'oreillette, effectivement. Mais il n'y a pas une taille à partir de laquelle on dit oui ou non. Surtout que la taille de l'oreillette, et là je pense que Haïfa elle est d'accord avec moi, la taille n'est pas importante. Il y a le volume, et après il y a d'autres critères comme le strain, donc qui vont peut-être dans l'avenir nous permettre de savoir si cette oreillette-là va être répandeuse ou non. L'idéal, c'est de monter des cathéters dans l'oreillette et de voir si elle est viable ou non, comme je vous ai montré sur la montée. Mais là, il faut monter le cathéter. Alors, l'IRM, il y a l'IRM, il y a UTA. UTA, c'est Nassir Marouche, mais il a fait un logiciel que personne n'a pu utiliser après. Donc, c'est le logiciel que je vous ai montré qui montre le degré de fibrose. C'est pas reproductible. Pour les recommandations, effectivement, je rebondis sur ce que dit la FIEP pour l'IRM. Alors, les recommandations américaines sont très claires. Là, ils te disent pour l'insuffisance cardiaque. Hein, pour l'insuffisance cardiaque, ils te disent quels sont les patients que vous pouvez quand même proposer, Ils incluent l'IRM de l'oreillette et du ventricule, les deux. S'il y a une extension de fibrose, ce sont des patients qui ne sont pas de bon. Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils ont accès justement au groupe
de Marouche, parce qu'il lui envoie, donc il a fait, en fait, Marouche, c'est un businessman, donc il a fait un logiciel, donc moyennant un paiement, donc il fait lui l'analyse de l'oreillette. Il n'y a que lui qui le fait. En France et en Europe, d'une façon générale, ils sont incapables de faire ça. Donc c'est pour ça que oui, ils ont inclus ça, parce qu'ils peuvent le faire chez eux. Merci Rafiq. Donc, mais le temps presse et on doit passer à la prochaine présentation. L'intérêt de la revascularisation percutanée chez les patients en insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. C'est Dr Hamza qui va nous présenter. Et Chiheb, je te passe la parole. On va voir ensemble maintenant est-ce que l'angioplastie coronaire peut améliorer les patients en insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection altérée. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. On va partir ensemble à partir d'un cas clinique. Une patiente âgée de 75 ans, diabétique, insulinonécessante, qui présente une dyspnée d'effort sans angor, avec à l'échographie cardiaque une fraction d'éjection à 25%. En cas de dysfonction ventriculaire gauche, la première cause, comme se montre sur cette méta-analyse de 42 000 patients, la première cause, c'est la cardiopathie ischémique. On est à peu près à 60% de cardiopathie ischémique sous-jacente. Et en cas de diabète, on est à peu près à 65% de cardiopathie ischémique. Donc c'est la cause principale. Et en plus, la présence d'une cardiopathie ischémique, c'est un facteur pronostique important et aggrave le pronostic et la mortalité cardiovasculaire. Donc on est bien d'accord, il faut chercher cette cause, il faut proposer une coronarographie à but diagnostique et pronostic. C'est ce qu'on a fait, on a fait une coronarographie. La patiente, elle est tritronculaire sévère avec des lésions calcifiées, étendues dès l'origine du tronc commun jusqu'à la partie moyenne de l'IVA, l'ensemble de la circonflexe. On voit aussi une reprise de la coronaire droite qui est complètement occluse. Donc une maladie tritronculaire. Donc plusieurs questions qui se posent. En plus du traitement médical optimal, est-ce qu'on doit proposer une angioplastie coronaire? Une angioplastie coronaire pour améliorer les signes fonctionnels, pour améliorer par exemple la fonction systolique ou même pour améliorer le pronostic. Et puis nous, d'emblée, on a éliminé la chirurgie, mais est-ce que la chirurgie, elle peut être proposée pour un patient qui a une fraction d'éjection à 25%? Et est-ce qu'il y a un bénéfice derrière ça? Et finalement, est-ce qu'il faut demander une viabilité myocardique dans ce cas? Donc pour répondre à la première question, nous avons une étude, les seules études qui a comparé l'angioplastie au traitement médical optimal dans le cadre de dysfonction VG de moins de 35%, c'est l'étude de Revive-It. Donc c'est une étude qui a comme critère d'inclusion trois critères: une dysfonction VG de moins 35%, des lésions coronaires étendues et une preuve de viabilité. Cette preuve de viabilité, elle a été recherchée essentiellement, soit par IRM, soit par échographie de stress, essentiellement. Et puis, le critère de jugement primaire était le décès global et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque au bout de 24 mois. Donc, un échantillon de 700 patients qui ont été randomisés en deux groupes, groupe angioplastie avec traitement médical optimal et groupe traitement optimal médical uniquement. Vous voyez, la moyenne d'âge, elle était à 70 ans. À peu près, on trouve 14, comme notre patiente, 14% d'atteinte du tronc commun, avec 38% d'une maladie tritronculaire sévère. Et le résultat, nous avons deux courbes parfaitement superposables. Aucun bénéfice sur la mortalité globale et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque si on ajoute l'angioplastie à l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a un bénéfice, critère par critère aussi, mortalité et hospitalisation? Il n'y a pas de différence, les deux critères primaires. Et puis, est-ce qu'il y a un bénéfice sur la fonction ventriculaire gauche? Aucun bénéfice. Et sur les signes cliniques, il y avait un bénéfice au début, les 12 premiers mois, mais à 24 mois, il n'y avait aucun bénéfice sur la symptomatologie fonctionnelle. Donc la conclusion de cette étude était que l'angioplastie coronaire ne donne pas de bénéfice
sur la mortalité globale et sur l'hospitalisation cardiovasculaire, mais aussi elle n'améliore pas la fonction ventriculaire gauche et elle n'améliore que transitoirement la symptomatologie clinique. Je pense que ce n'est pas une surprise parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune, mais vraiment aucune étude qui a montré un bénéfice de l'angioplastie coronaire en cas de maladie coronaire stable en termes de mortalité cardiovasculaire. Nous avons l'étude Courage, l'étude ischémia, et dans les patients de moins de 35%, nous avons Revivid aussi qui a échoué à démontrer le bénéfice. Est-ce qu'on peut proposer dans ce cas la chirurgie à notre patiente? Nous avons dans cette méta-analyse qui englobe 4000 patients à peu près et qui ont une fraction d'éjection aux alentours de 24%. La mortalité périopératoire, elle était à 5,4%. Donc c'est une mortalité qui est assez acceptable. On peut opérer les patients avec une dysfonction VG sévère. Est-ce qu'il y a un bénéfice? C'est l'étude Stitch qui a répondu à cette question, randomisé 1200 à peu près patients entre traitement médical optimal ou traitement médical avec une chirurgie cardiaque. Vous voyez le résultat. Au début, il y a une surmortalité liée à la mortalité périopératoire, puis la chirurgie, elle commence à gagner par rapport au traitement médical. À 4 ans, il n'y avait pas de bénéfice clair sur la mortalité, mais à distance, à une moyenne de 10 ans, la chirurgie fait mieux que le traitement médical. Donc il y a un bénéfice démontré pour la chirurgie, mais c'est un bénéfice à long terme. Et il semble que le patient doit être assez jeune et il doit vivre assez longtemps pour profiter du bénéfice de la chirurgie. Donc, au-delà de 55 ans, on pense qu'il n'y a pas de grand bénéfice pour la chirurgie en cas de dysfonction ventriculaire gauche. Donc, pour notre patiente, et l'angioplastie coronaire et la revascularisation par pontage ne semblent pouvoir améliorer les choses chez elle. Maintenant, on voit les recommandations de 2024, toutes récentes. Grâce à l'étude, donc on recommande toujours d'avoir un heart team pour discuter le plus que peut donner une revascularisation par rapport au traitement médical. On peut proposer pour certains patients la chirurgie en classe 1B, mais des patients sélectionnés si le risque opératoire n'est pas élevé, et l'angioplastie coronaire n'est proposée qu'en classe 2B. La dernière question, est-ce qu'il faut demander une viabilité myocardique avant de faire une reperfusion, une revascularisation? Et il y a une sous-étude très importante de l'étude Revivid qui a divisé les patients en 3 groupes avec une avec une viabilité limitée, les viabilités plus étendues ou les viabilités très étendues. Et sur les 3 groupes, il n'y avait aucun bénéfice de la revascularisation, quelle que soit l'étendue de la viabilité. Par contre, les patients qui ont une cicatrice importante, ils ont un mauvais pronostic, un très mauvais pronostic, comme vous pouvez le voir ici, plus de mortalité et moins d'amélioration de la fonction ventriculaire gauche. Donc, cette étude démontre le concept classique de l'hibernation myocardique qui s'améliore après la reperfusion, après la revascularisation, il est remis en question avec cette étude. Et maintenant, il faut penser à avoir peut-être plus d'arguments pour pouvoir prédire le bénéfice. Donc, on voit dans les recommandations que la demande d'un test de viabilité, c'est surtout pour évaluer le pronostic du patient en classe 1B. Voilà, pour conclure, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun bénéfice de l'angioplastie coronaire, il n'y a pas de preuve d'une amélioration de pronostic, ni de l'amélioration de la fonction ventriculaire gauche ou de la symptomatologie fonctionnelle chez les patients en dysfonction VG.
Elle peut être proposée, l'angioplastie, comme alternative de la chirurgie chez les patients, chez certains patients à haut risque. Et la viabilité myocardique, elle est très importante pour évaluer le pronostic du patient, mais on n'a pas de corrélation entre la viabilité et le bénéfice de la revascularisation myocardique. Merci beaucoup, Chiheb. Une question, docteur Chabra. Je ne comprends pas pourquoi la chirurgie, qu'est-ce qu'elle fait la chirurgie? Plus que... Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, on peut être complet avec l'angioplastie. Là, ils n'ont pas précisé dans les recommandations qu'il faut être complet ou non complet. Là, pourquoi? Je veux bien savoir, il y a une explication. La chirurgie il y a une explication. fait mieux sur la viabilité. Sur la viabilité, Non, vous me dites. sur la viabilité, elle fait Sur pas la bien. fraction d'éjection, il y a une amélioration. Non, il n'y avait pas aucune amélioration dans l'étude Stritch. Il n'y avait pas d'amélioration de la fonction VG. Dans Stritch, à peu près 50% ont eu des tests de viabilité. C'était pas obligatoire dans des patients, mais par contre, il n'y avait aucun bénéfice. On pense. Tout d'abord, deux explications. Le bénéfice de la chirurgie, elle a été constaté après 10 ans. En plus, on sait très bien maintenant qu'avec la chirurgie, on protège, parce qu'on traite les lésions et la progression de l'athérosclérose aussi, on protège contre cette progression. Donc même les petits événements qui peuvent venir en dehors des lésions cibles, ils peuvent aggraver le pronostic et engendrer des problèmes cardiaques. Voilà. En fait, moi, je pense que la pathologie coronaire, c'est une pathologie extrêmement particulière et tous les patients ne se ressemblent pas du tout. Et donc, même le schéma des études, il est totalement différent. On peut mieux sélectionner initialement, et en particulier dans les études chirurgicales, la sélection est de loin plus importante et plus poussée donc, que dans les séries angioplastie. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer les deux techniques. C'est évident qu'en chirurgie, il y a initialement une surmortalité qui est très importante chez des patients qui sont initialement mieux sélectionnés avec une viabilité qui est beaucoup plus importante par rapport aux patients en angioplastie. Mais même dans les groupes angioplastie, prendre les résultats comme ça des études à la lettre, donc ça pose énormément de problèmes. Donc voir un patient comme le tien, un patient extrêmement complexe, énormément de classification, des procédures qui sont extrêmement longues. Donc dans ces conditions, avec une fraction d'éjection de 25% plus ou moins viabilité, donc on se demande chez des patients comme ça s'il y a une nécessité à les dilater. Par contre, si on a des tritronculaires patients avec des lésions qui ne sont pas très complexes, je pense que même sans viabilité, on peut, entre guillemets, soit leur donner la chance, mais même cliniquement et sur notre expérience du quotidien, je pense qu'on a des résultats qui sont de loin, qui ne sont pas si mauvais que ça. Donc je pense que la maladie coronaire, on ne peut pas tout décider uniquement sur les données des études. Bien sûr, les études sont très importantes pour nous renseigner, pour nous aider à prendre les décisions nécessaires, mais on ne peut pas prendre des lésions calcifiées très longues, des lésions du tronc, des lésions de bifurcation, c'est des tritronculaires avec des procédures extrêmement longues, comme des patients bi- ou tritronculaires avec une fraction d'éjection basse et qui ont des lésions type A ou type B1. Donc, Helmi, si tu peux t'installer, s'il te plaît. C'est un tritronculaire avec un tronc distal. Exact. Bon, c'est vrai qu'on n'améliore pas en termes de peut-être de récupération au niveau d'insuffisance cardiaque, mais il y a un risque de mort subite. Absolument. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que ça c'est intégré dans le... Parce que là on a parlé justement, est-ce qu'on va l'améliorer en termes d'amélioration de la fraction d'éjection, mais en termes de morbimortalité, ce patient-là est à haut risque. C'est-à-dire il lui faut une solution. Mais les études étaient négatives. Hein. Même pour la morbimortalité. Même la mortalité globale. Je pense qu'il y a un pays quand même qui est très important. Les gens qui subissent des chirurgies cardiaques, ils sentent qu'ils ont fait un gros truc. Du coup, ils adhèrent plus aux consultations. Un effet placebo. Voilà. Donc il y a un effet que... C'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont vécu, parce qu'ils pensent être sauvés par la chirurgie cardiaque et il y a un effet positif. Je suis sûre qu'il y a des biais confondants avec ça. Et c'est des gens qui ont vécu longtemps, ils te disent ceux qui vivent longtemps, ils allaient vivre longtemps de toute façon. C'est l'humeur aussi, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte quand on a des résultats comme ça qui sont un peu, on ne comprend pas trop pourquoi.
Et les patients, tu les vois, ceux qui ont eu l'angioplastie sont contents de ne pas avoir l'opération, mais celui qui a eu l'opération, il a l'impression d'avoir été sauvé, même si il n'a pas fait grand-chose. De toute façon, maintenant, il y a des études qui vont commencer en cours pour comparer directement head-to-head la chirurgie à l'angioplastie coronaire dans la dysfonction VG. Alors, donc on enchaîne avec la présentation de notre ami sur la réhabilitation cardiaque chez les patients en dysfonction ventriculaire gauche. Voilà, à toi, Halmi. Merci. Donc, je commence par remercier le Dr Joula et le comité d'organisation pour l'invitation pour parler d'un thème, la réadaptation cardiaque. Elle m'a demandé d'être pratique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je porte à la fois la double casquette cardiologue interventionnel et cardiologue réadaptateur. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'être pratique, comme j'ai dit. Donc, après l'introduction, on va introduire et décrire le déroulement pratique d'une cure de réadaptation cardiaque dans les centres de réadaptation. Et on va finir par illustrer cette cure par des cas cliniques, par différents profils de patients insuffisants cardiaques. Donc, comme vous savez tout, c'est une pathologie qui est grave. Il n'y a que la néoplasie pulmonaire qui est plus grave que l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est une pathologie qui est très grave. Elle est fréquente, à peu près 26 millions de patients insuffisants cardiaques dans le monde, avec une prévalence qui augmente avec l'âge. Elle est aussi progressive. Chaque fois que le patient est réadmis pour une nouvelle poussée, on voit que la structure et la fonction du patient, du cœur qui va détériorer. Donc, lorsqu'un patient est hospitalisé pour une poussée d'insuffisance cardiaque, à peu près 2/3 des patients vont être réadmis dans l'année qui suit. Donc, c'est des patients qui reviennent tout le temps à l'hôpital. Et à chaque réadmission, il y a le taux de survie qui va diminuer. Donc, chaque fois qu'il est hospitalisé pour une nouvelle décompensation, il y a le taux de survie qui va diminuer. Elle est très coûteuse aussi. Donc, en Amérique, à peu près 22,5 billions le coût des patients insuffisants cardiaques. Les 2/3 sont liés aux réadmissions à l'hôpital. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un traitement qui est bien codifié de l'insuffisance cardiaque. La réadaptation aujourd'hui, elle est complémentaire aux autres méthodes thérapeutiques, à savoir évidemment les médicaments et l'appareillage. Donc vous savez tous, depuis 2012, c'est une recommandation AA pour la fraction d'éjection qui est altérée, mais la nouveauté en 2024, que pour l'insuffisance cardiaque à fonction conservée, on passe plutôt de 2BC à 2A comme recommandation parce que ça diminue à peu près de 30% la mortalité cardiaque et la mortalité cardiovasculaire. C'est quoi la réadaptation cardiaque? En fait, elle se base sur un trépied. La pierre angulaire, c'est l'orientement à l'effort associé évidemment à l'optimisation thérapeutique et à l'éducation thérapeutique qui sont garants en fait d'un bon usage, d'une bonne titration et d'une bonne observance des moyens thérapeutiques, à part les médicaments et tout ça. Surtout que maintenant, nous sommes plutôt dans l'approche optimale du patient d'emblée, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'approche plutôt linéaire. Donc, dès la première décompensation, il faut essayer d'introduire les différents médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Donc, tout patient, en fait, insuffisant cardiaque, il présente à des degrés différents une des adaptations à l'effort. Cette désadaptation, évidemment, elle n'est pas liée seulement à la dysfonction VG, mais à des anomalies du système végétatif, des perturbations sympathiques, des troubles ventilatoires, des anomalies qui sont à la fois qualitatives et quantitatives du muscle et à des anomalies vasculaires. Bien sûr, le patient il est déconditionné, il va réagir, donc il va aggraver sa dyspnée et la fatigue, il va réagir en limitant son activité physique, donc il va être déconditionné encore plus et voilà le cercle vicieux d'auto-aggravation. C'est pour ça que c'est très important d'entraîner nos patients parce qu'on sait aujourd'hui que la capacité maximale d'effort, c'est le facteur prédictif le plus puissant chez les patients insuffisants cardiaques. Par tout gain d'un mètre de capacité à l'effort, il y a un gain de 12% de survie. Donc c'est très important d'améliorer la capacité d'effort de nos patients. Donc maintenant, on va passer au déroulement pratique de la cure de réadaptation dans le centre. Donc, la première chose, le patient vient, il est adressé par un cardiologue ou un chirurgien ou par un médecin. Donc, il va visiter les locaux, on va lui expliquer le bénéfice et le déroulement de la cure, on va l'informer sur le coût. Le coût, c'est 2300 dinars. On va voir qu'est-ce qu'il inclut, c'est le bilan initial, toute la cure et le bilan final. C'est à peu près le prix d'un stent actif. J'ai le double casquette. Donc, évidemment, on commence toujours par un bilan initial. Évidemment, la réadaptation d'un patient après une angioplastie sur cœur sain, ce n'est pas la même réadaptation chez un patient après pontage avec dysfonction VG sévère.
Donc, outre l'anamnèse et l'interrogatoire, évidemment, et l'examen clinique, c'est très important, le diagnostic éducatif du patient. On doit évaluer la dépendance au tabac, rechercher les troubles anxio-dépressifs et un bilan kinésithérapeute. Après, on va faire l'échographie cardiaque, qui doit être refaite, même si elle est faite en ville, pour voir la fraction d'éjection, les pressions de remplissage, surtout pour éliminer les contre-indications. S'il a une écho, ça fait 2 semaines, on doit vérifier qu'il n'y a pas de thrombus et qu'il n'y a pas d'épanchement qui est important. Donc, il faut toujours refaire, comme auparavant on nous disait pour la vésicule biliaire, il faut revoir la veille, donc l'écho. Donc, l'épreuve d'effort, évidemment, c'est l'élément clé. Donc, il faut voir, soit elle est simple, soit avec mesure d'échange gazeux. C'est très important, surtout chez l'insuffisance cardiaque. Et d'autres tests, évidemment, tests 6 minutes, Holter si besoin, et la biologie, notamment la BNP, le nucléate et l'anafès. Donc, le test d'effort, il va évaluer les capacités à l'effort et prescrire, en fait, la fréquence et la puissance à laquelle le patient il doit s'entraîner. Donc, dans la majorité des centres en monde, à peu près, on utilise surtout la formule de Carvoven, c'est-à-dire à quelle fréquence il faut entraîner. Donc, on a besoin de 2 valeurs, en fait, la fréquence de repos, avant de commencer le test d'effort, la fréquence maximale. Et la fréquence d'entraînement, en fait, c'est la fréquence cardiaque de repos, plus 60 à 80% de la différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos. Un exemple, donc vous voyez ici 68 la fréquence de repos, 114 la fréquence maximale. On doit réadapter notre patient à 68, plus 70% de la différence, donc on doit réadapter à 100 battements par minute. On peut aussi choisir d'établir la puissance, et non pas la fréquence cardiaque, mais aussi on peut faire appel aux sensations du patient. C'est-à-dire on peut se faire appel juste le patient, il va nous dire que l'effort il est un peu difficile, c'est-à-dire 12-14 l'échelle de Borg. S'il va dire qu'il est très facile, donc il est sous-entraîné. S'il va dire que c'est très difficile, il est surentraîné, il ne peut pas poursuivre. Donc après la consultation, l'examen complémentaire, le cardiologue va valider l'indication, éliminer les contre-indications et stratifier le risque, c'est-à-dire qu'il va se baser sur l'évolution hospitalière, la fraction d'injection, est-ce qu'il y a des arythmies ou non et tout ça. Si le risque est faible ou intermédiaire, on va commencer la cure, surtout dans les centres ambulatoires. Si le risque est très élevé, il faut passer plutôt à des centres avec hospi ou renforcer le traitement médical ou proposer une angioplastie ou un pontage. Donc après le bilan initial, on va prescrire, j'insiste, c'est une prescription faite par le cardiologue. Donc on va prescrire 20 séances de réentraînement en général, 3 à 5 fois par semaine. Donc avec des séances d'endurance sur tapis ou vélo et des séances de gymnastique de renforcement musculaire. Donc, qui sont encadrés par des kinés, des coachs de sport. Ici, on va surveiller nos patients. J'insiste sur la télémétrie. Donc, il faut faire l'entraînement physique avec une télémétrie. Et la présence du cardiologue, elle est obligatoire dans l'unité au moment de séance de réadaptation. Ça, c'est médico-légal. Juste une attention particulière aux bandes de corps. Ça, il est très important pour les patients qui sont très déconditionnés et qui sont en insuffisance cardiaque. C'est un banc qui a été conçu par un monsieur Kors, un cardiologue, un adaptateur et un éducateur fonctionnel. Il a le mérite de pouvoir travailler les différents axes musculaires en position assise pour éviter les contraintes cardiovasculaires. Et il a le mérite aussi de travailler sur des charges qui sont allant de très faibles à moyennes. À la différence des bandes de musculation et les salles de sport, donc ça varie la charge de 600 grammes à 30 kg par des paliers de 600 grammes. C'est-à-dire au début, on va mesurer par le dynamomètre la force musculaire des différents axes. Après, on va proposer une activité de renforcement adaptée à ces patients-là. Presque pas de risque sur le plan cardiovasculaire, surtout des risques musculo-squelettiques. C'est pour ça que c'est très important de faire les séances d'étirement après, évidemment, les séances de renforcement musculaire. Des exemples de séances d'entraînement physique dans le centre, ça c'est la gymnastique. Donc vous voyez, au début on a la télémétrie, les patients sur surveillés. Au fond on voit le patient sur le banc de corps et les autres qui travaillent en position debout. Donc ça, les séances avec vélo, avec tapis, donc les patients donc, ils sont réadaptés. Et tout le temps, vous voyez, il y a la machine de télémétrie qui porte la machine de télémétrie. Donc, outre l'entraînement physique, bien sûr, on doit prescrire des séances plutôt d'éducation thérapeutique et d'éducation nutritionnelle. Pour l'insuffisance cardiaque, le patient doit être capable de comprendre sa maladie, comprendre ses traitements, il doit comprendre les signes d'alerte et agir. Évidemment, il doit suivre un régime hyposodé. Donc, il faut le faire comprendre, améliorer ses connaissances et compétences pour gérer sa maladie. La prise en charge des facteurs de risque, c'est un lieu qui est idéal pour prendre en charge et commencer à prendre en charge ses patients. Notamment l'optimisation des traitements, à savoir les bêta-bloquants, les UC, les inhibiteurs de GLT2, donc les diurétiques. Donc, on a le patient à peu près, il est
dans le centre à peu près 2 mois. Donc on a le temps d'introduire des médicaments, de vérifier la tolérance et l'efficacité et de suivre sur nos patients. Pour le tabac, ça doit être fait par un personnel qui est compétent, sauf si le patient il désire arrêter. S'il dit que je suis heureux, il ne faut pas essayer, donc il faut demander tout le temps, est-ce que vous voulez qu'on vous aide, est-ce que vous voulez. Donc s'il accepte d'arrêter, on peut l'aider. L'obésité, en fait, on va commencer une hygiène alimentaire qui est adéquate. L'objectif, c'est de ne pas de maigrir pendant 2 mois. On ne fait pas de régimes qui sont draconiens et des régimes avec des carences. Pour le diabète, c'est très important de surveiller les patients. C'est-à-dire, avant de commencer la séance, on mesure dextro. Au milieu de la séance, on va remesurer. Et à la fin, on va remesurer. Ça permet, en fait, d'adapter les différents médicaments, les AOD et l'insuline. Un exemple de programme d'une matinée dans notre centre. Donc, les patients sont accueillis vers 8h30, 9h. En fait, on va mesurer la tension dextro si besoin et on va mettre la télémétrie. Après, c'est la séance d'endurance, suivie par une pause. Donc, on donne une collation. On va remesurer la tension et le dextro. Donc, c'est assuré par le centre. C'est le même forfait. Hein. Donc, après, séance de renforcement musculaire, l'étirement musculaire et la relaxation. Et pour chaque patient, après, en fait, on va planifier les séances d'éducation nutritionnelle et thérapeutique. Donc, à peu près, il vient au centre à 8h30, il quitte après, il change parfois la douche, c'est vers midi à peu près. Donc, c'est une matinée. 3 jours par semaine 3 à 5 jours par semaine. Les patients, vous allez voir après, les patients, par exemple, qui habitent loin, parfois, ils louent une maison, ils viennent 5 fois par semaine. Oui. Il y a des patients, la majorité, 3 fois par semaine. Donc, en général, lundi, mercredi, vendredi, ou c'est mardi, jeudi, samedi, en général. À la fin, on va répéter les mêmes examens, la consultation, le bilan final, l'échographie et le test d'effort pour évaluer les gains en matière de connaissances, en matière de fraction d'injection éventuellement, en matière de capacité d'effort. Et on va bien sûr conseiller aux patients de compléter les sports d'endurance et de continuer les habitudes alimentaires qu'il a acquis dans le centre pour conserver en fait en phase 3 les gains obtenus. On conseille toujours à nos patients parce qu'on propose aussi le club Corps et Santé, c'est-à-dire les patients peuvent rester au centre, c'est-à-dire on n'utilise plus la télémétrie mais plutôt les cardiofréquencemètres, plutôt les montres connectées, c'est-à-dire on va fixer à quelle fréquence il va s'entraîner après, il peut venir au centre et ça sera pour la motivation et la conservation des acquis. On termine à la fin par 4 cas cliniques de divers profils de patients incidents cardiaques. C'est rapide. Là, c'est rapide. Donc, le patient sur l'interne en médecine, 28 ans, qui a la malchance d'avoir une CMD par une myocardite sévère, donc avec des emboles qui sont systémiques, avec un AIT embole cérébral, ischémie aiguë à la lymphoguardisation, des infarctus rénaux bilatéraux, dysfonction VG sévère à 15% au début, avec un thrombus intra-OG. Adressé par son cardiologue pour cure de réadaptation, on trouve une patiente avec une petite tension, donc avec une faiblesse musculaire, lombocytalgie, un état congestif, et sous traitement maximal avec une fraction d'éjection à 31%. Donc elle est très déconditionnée à l'effort, la capacité maximale elle est à 5,2 mètres. On prescrit 20 séances de réadaptation, la fréquence cible c'est 110, et séances d'éducation thérapeutique. À partir de la 5e séance, elle a pu reprendre son stage d'internat, et à partir de la 15e séance, elle a pu reprendre les gardes nocturnes. Donc en bilan final, vous voyez qu'elle a presque doublé la capacité d'effort, on a passé de 5,2 mètres à 10,2 et la fraction d'injection, elle est en train de grimper. Deuxième cas clinique, CMD valvulaire, 47 ans, pharmacien, adressé par le chirurgien dans les suites d'un remplacement valvulaire aortique sur des fonctions VG sévères à fait 30%. Donc c'est un patient qui a un sternum stable, c'est très important de le vérifier avant la cure, donc n'est pas congestif. Donc le patient il a un VG très dilaté avec un diamètre qui est à 73 mm, fraction d'injection 35%, un bon profil de la prothèse, pas de thrombus, pas d'épanchement péricardique. Donc elle est aussi déconditionnée, capacité maximale 5,4 mètres. Donc on a proposé les séances d'endurance à la fréquence de 114, les séances d'éducation thérapeutique. On a pu adapter les médicaments, on a switché l'inhibiteur calcique par un IEC, on a adapté la dose d'Evica et on a arrêté les diurétiques. Pas d'incident pendant la cure. Excellente évolution, il a presque triplé les capacités de l'effort, on a passé à 13,6 mètres, il a baissé la BNP, il a amélioré sa fonction VG. Le troisième, c'est un cas différent, pour montrer que le programme il est très individualisé. C'est une patiente qui est âgée de 69 ans, hypertendue diabétique, qui a eu plutôt d'insuffisance cardiaque droite. Donc, elle est adressée après un anotricuspide, antécédent de RVM en 2012 avec ACFA chronique,
elle fait son allotropic speed, puis elle est adressée. Donc, c'est une patient très, très dépressive, donc un score qui est à 9, une faiblesse généralisée. Une faiblesse vraiment avec une position gonalgie, dorsalgie, donc elle n'arrive pas à bouger. Ce traitement avec une légère anémie. Donc, la fonction cardiaque, elle est en fait bonne fonction visée, mais plutôt c'est l'insuffisance cardiaque droite chez notre patiente. Donc 20 séances de réentraînement, mais là c'est l'échelle de Borg, c'est-à-dire on n'a pas pu mettre la patiente sur la bicyclette ou sur le tapis. Maintenant c'est l'échelle de Borg. On a commencé surtout par le banc de corps, on a dit chaque jour elle vient faire que le banc de corps et presque elle va pédaler à vide sur un vélo assis. Vous voyez, donc les 10 premières séances, après 10 séances seulement qu'on a pu la mettre sur vélo. Donc, après, on a mis sur vélo, bien sûr, elle s'améliore, mais elle est encore à 5 mètres. Après la deuxième séance, on l'a mis sur le tapis. Donc, on a pu progressivement monter la durée de l'effort sur tapis de 15 à 30 minutes. Et après, vous voyez, avec les séances d'éducation, évidemment. Et pour le gain, on passe d'une patiente avec des activités physiques très limitées, on ne peut pas faire de test d'effort, à une patiente qui reprend l'autonomie. Elle n'est plus dépressive, le score D qui passe de 9 à 3 avec une capacité à 8 mètres. Donc, on veut la croiser, faire une balade sur la corniche après, alors qu'au début, elle n'arrive pas même à faire quelques pas. Donc, elle a loué une maison. Donc, elle est venue, elle a fait presque pendant 5 semaines, elle a terminé la cure. Donc, le dorinéca clinique, CMD ischémique. Donc, c'est un patient, c'est mon patient, donc on m'a constaté dans un tableau d'insuffisance cardiaque globale avec une AFib à 30%, une atteinte tritronculaire. C'était une sténose critique du livia de la CX. J'ai fait l'angioplastie, la droite elle était dominée. Après, il est adressé en cure. Syndrome coronaire. Syndrome coronaire. Donc, c'est un patient qui est obèse, donc BMI 37, anxio-dépressif, score A à 8, D à 9, de l'embosciatique, des douleurs, ce traitement médical, infraction d'éjection à 35%, pas de contre-indication à l'écho. Donc, très déconditionné. Donc, il a monté rapidement la fréquence cardiaque et elle a 5,8 mètres de capacité à l'effort. Donc, 20 séances avec une fréquence d'entraînement à 128, les séances d'éducation thérapeutique et nutritionnelle. Il n'y a pas eu d'incident. On a majoré la dose de bêta-bloquant, on a profité, on a introduit la CGLT2 pendant la cure. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? En fait, il a monté en fait de 5,8 mètres de capacité d'effort à 10,2, presque il a doublé. Il a commencé à perdre de périmètre abdominal et de poids. Et il a monté la fréquence d'exécution, franchement, à 50%. Ce qui est bien pour ce patient, qu'il a continué à venir de le centre. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est dans le centre, donc dans le club Cœur et Santé. Aujourd'hui, il a 13,6 mètres de capacité d'effort, un VG qui est strictement normal. Il a un poids idéal à 80 kg. Donc, ça travaille dans la durée, tout ça. Hein? C'est complémentaire. J'ai dit la double casquette dans les commentaires. Vámonos. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a un moyen thérapeutique qui est bénéfique chez tout patient insuffisant cardiaque, qui est individualisé. Vous voyez, les différents cas, ce n'est pas le même programme qui est proposé, sécurisé, moins coûteux, on va dire, que par rapport à d'autres moyens thérapeutiques, avec des modalités qui sont bien standardisées. On peut dire évidemment que si on ne fait pas de cours de réadaptation, c'est véritablement une perte de chance pour nos patients insuffisants cardiaques. Merci pour l'attention. Franchement, moi personnellement, j'ai un retour très positif. Les patients envoyés à la rééducation, ils sont pratiquement tout le temps transformés. Complètement. La télémétrie que vous gardez pendant les séances, oui. C'est juste en cas de problème ou vous les non, faites systématiquement? Systématiquement. Il enlève qu'à la sortie. Donc, vous voyez toutes les télémétries, en fait, on a comme un musique. Comme un scope. On a un écran. Patient 1, patient 2, patient 3, il a toujours le tracé qui va. On l'enlève qu'à la sortie. D'accord. Surtout les troubles de rythme. Et pour suivre surtout les arythmies, c'est surtout ça. Et les fréquences cardiaques. Donc on cible par exemple une fréquence cardiaque à 100, on va voir à quelle fréquence il est en train de travailler pour monter par exemple la charge du travail. Une question avant de finir? Alors nous vous remercions vivement, monsieur. Alors, moi, la question que je souhaiterais poser, c'est de savoir est-ce que ce genre de patients peuvent vivre dans une zone assez vraiment chaude? Dire le patient insuffisant cardiaque. Oui.
Il n'a pas le choix s'il vit dans un pays où il chaud. Mais il faut, bien sûr, on va dire aux passants l'importance de l'hydratation. L'importance de l'hydratation, évidemment. Bien sûr, il faut lever le pied un petit peu sur le diurétique. Dès que c'est possible, que les pressions de remplissage sont élevées, évidemment, il faut lever le pied sur le diurétique. On a de la chance d'avoir maintenant les inhibiteurs GLT2 et tout ça qui vont permettre de lever le pied sur le diurétique. Et on insiste sur la bonne hydratation, évidemment, qui est adaptée à la fraction d'éjection. Évidemment, s'il a une dysfonction VG sévère, on ne va pas, par exemple, lui demander de boire 3 litres d'eau et ça doit être, bien sûr, divisé sur la journée. Merci beaucoup pour ce voyage échographie, rythmo, coronaire et réadaptation. Et à la prochaine. Bonne fin de congrès à tous. Merci.